Maintenant, le mot usure. Usure. Alors on peut, pour le paléolithique supérieur, et je pense pour ce qui précède et ce qui va suivre, pour toute société équipée, doit se battre contre l'usure de son équipement. Donc pour cela, plusieurs solutions vont être mises en place. En tout cas, moi, archéologue, dans mes études, je suis confronté à la question de- qui est la suivante: comment les préhistoriques ont tenté de répondre ou de limiter l'usure de leurs équipements. Alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire plutôt les équipements lithiques, j'observe deux solutions majeures, à l'intérieur desquelles on a des sous-branches et d'autres options qui sont... Mais donc, les deux solutions majeures sont les suivantes pour lutter contre l'usure de leurs équipements. Première solution, on va réaliser des supports euh, qui vont permettre de recevoir une retouche, donc des ravivages successifs suffisamment longs, permettant donc d'avoir un outil à très longue durée de vie. Donc on pourrait dire cette anticipation ou cette planification des besoins va être on va dire, très bien appropriée à des groupes nomades avec une circulation assez fréquente et notamment des traversées de territoires dépourvus en matériaux. Donc c'est le cas par exemple pour le Magdalénien et certaines phases, notamment le Magdalénien moyen, où pour supporter les retouches frontales de certains outils comme les grattoirs ou les burins, qui sont des outils d'extrémité, c'est-à-dire que la partie active est à l'extrémité du support, eh bien les Magdaléniens moyens vont produire des lames les plus grandes possibles afin d'augmenter ou d'optimiser la durée de vie de l'outil et donc de limiter le seuil limite de l'usure où l'outil n'est plus fonctionnel. Donc ça, c'est vrai qu'on l'observe au Magdalénien moyen et dans d'autres phases du Paléolithique supérieur, à l'Aurignacien classique par exemple. Donc ça, c'est vraiment une solution assez finalement simple, mais compliquée en amont, puisqu'elle réclame des savoir-faire techniques pour produire des grandes lames en série. Quand je parle de grandes lames, c'est parfois plus d'une vingtaine de centimètres, donc c'est vrai que c'est en série en plus au sein d'un volume, donc il faut vraiment un savoir-faire technique qui sous-tend également un apprentissage aux individus du groupe, en tout cas aux individus qui tailleront ces lames. Donc c'est vrai que on va dire, la contrainte pour cette solution se situe plus en amont de la confection de l'objet. La deuxième solution va être de produire des supports à faible durée de vie, mais à faible investissement technique. C'est-à-dire qu'en fait, on inverse le phénomène, on va produire plutôt que des grandes lames normalisées en série, on va produire plutôt des petits objets, des petits éclats, assez faciles à fabriquer, assez faciles à débiter, et qui ne nécessitent pas de matériaux d'extrême qualité, enfin de très bonne qualité, etc. Mais qui seront suffisants pour être utilisés un temps peut-être très court, mais en fait, on pourra rééquilibrer ce temps réduit de fonctionnalité de l'objet par une masse de support facilement accessible. Là, c'est vraiment les deux solutions de l'usure. Alors c'est vrai que moi, pour ma part, je suis plutôt classé dans la catégorie des technologues ou des technotypologues, donc c'est-à-dire de ceux qui étudient la manière de fabriquer les outils, de fabriquer les supports et ensuite la manière dont ces supports seront transformés. Donc là, c'est pour ça que j'ai vraiment parlé de ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une discipline qui est déjà très ancienne, mais qui est très complémentaire de cette approche, c'est donc la tracéologie. Et c'est vrai que les études fonctionnelles nous permettent aujourd'hui, donc en étudiant les parties actives à une autre échelle que l'œil nu, mais à la binoculaire ou à la loupe binoculaire ou au microscope, de rechercher des polis d'usure qui permettent vraiment de discuter du degré d'utilisation de l'outil. Moi, c'est vrai que je suis plus dans le conceptuel, c'est-à-dire j'envisage que la technique que j'observe, que je décris, permet d'obtenir ceci, et donc j'envisage que ces objets ont une longue durée de vie. Mais cette hypothèse doit être confrontée, croisée avec les analyses fonctionnelles, qui, eux, vont traiter l'usure en fin de chaîne, à la fin de la chaîne opératoire, vraiment une fois que l'outil a été utilisé et rejeté. Et est-ce que tu penses que une durée de vie longue d'un objet
C'est un lien avec sa dimension symbolique. Alors, disons qu'on peut en tout cas envisager que certains objets fonctionnels, ou en tout cas que certains objets manufacturés pour être utilisés dans la vie quotidienne, ou activité domestique ou activité cinégétique, parmi ces objets, ceux qui auront une très longue durée de vie peuvent à un moment sortir du cycle fonctionnel et devenir un objet presque qui va t'accompagner dans ton cheminement, mais qui n'aura plus de rôle fonctionnel dans tes activités, mais qui sera ton objet, ou qui marquera, qui retiendra une histoire, un symbole, etc. Voire que tu échangeras ou que tu lègueras à ton fils, etc. C'est des objets qui peuvent effectivement donner lieu à des transmissions horizontales ou verticales, transgénérationnelles. On a l'exemple, par exemple, chez certaines populations de Sibérie, où les grattoirs qui travaillent la peau sont transmis de génération en génération, et c'est vrai qu'il arrive même des moments où la génération qui recueille ce grattoir ne sait plus comment le raviver pour qu'il redevienne fonctionnel. C'est-à-dire qu'ils ont atteint l'objet, ils le comprennent, ils savent que c'est un objet qui sert à gratter la peau, puisque la mère, parce que souvent les femmes qui travaillent la peau là-bas, la mère avait transmis cet objet à sa fille, par exemple. Mais en tout cas, ils comprennent l'objet, mais ne savent pas comment l'utiliser, ou en tout cas comment le raviver. Tu crois qu'on peut envisager ce type d'exemple, que ça peut être vu au Paléolithique supérieur? Bien, disons que ce qu'on observe, alors c'est vrai que peut-être un peu moins dans le lithique, mais en tout cas, on a par exemple certains objets en os, certaines sagaie, qui vont être, une fois sans doute cassés, etc., vont sortir de leur cycle fonctionnel pour être perforés et utilisés en pendentif. Donc là, on a l'exemple, par exemple, voilà, d'un objet qui a été utilisé, qui a sans doute eu une vie assez meurtrière, j'espère, pour eux, et qui va finir en pendeloque, en décoration. Et pour continuer cette idée-là, mais en allant beaucoup plus loin, je voulais te proposer une idée. Est-ce que tu penses que le Paléolithique supérieur, ça serait justement le moment où ce type de réflexion commence à naître sur l'inaltérable et les choses qui vont être immuables? Et est-ce que ça aurait un lien aussi avec l'art pariétal? Ouais. Donc le premier niveau, c'est, on va dire que pour le Paléolithique supérieur en tout cas, on a effectivement une nécessité de gestion des objets, puisqu'encore une fois, les groupes peuvent être amenés à traverser des régions et donc à essayer d'y vivre alors qu'elles ne sont pas pourvues en matériaux. Donc il faut quand même des objets qui ne soient pas seulement des solutions immédiates, mais qui soient des objets à utilisation différée. C'est sûr qu'on va dire que confronté à aujourd'hui et l'obsolescence programmée, c'est sûr qu'on a un contraste assez fort de ces périodes, mais de là à dire que la recherche systématique de longue durée de vie était, on va dire, la mode pour le Paléolithique supérieur, ce serait trop généralisé, puisqu'on a justement des contre-exemples de périodes qui vont être plutôt dans le côté « je suis capable de m'adapter à n'importe quel contexte, quel qu'il soit, même dans des régions où il n'y a que du quartz, je peux survivre. » Ouais. Alors le quartz c'est très bien, mais c'est vrai que par rapport au silex, on n'a pas les mêmes propriétés, etc. Donc, voilà. Et après, pour rebondir sur cette notion, on va dire, de phénomène immuable, c'est vrai que c'est très difficile à envisager, puisque je pense que les préhistoriques eux-mêmes, je ne sais pas s'ils avaient une notion de la durée de leur art. À savoir, par exemple, quand ils modèlent l'argile au fond du tube de Doubert, je ne sais pas s'ils ont conscience que ces objets, pourtant en argile et vraisemblablement fragiles, vont traverser le temps et être vus par quelques touristes privilégiés 15 000 ans après. Donc c'est vrai que ce qu'on pourrait essayer après d'envisager, c'est effectivement des fréquentations de Magdaléniens qui fréquentent une grotte déjà ornée par exemple par des Gravétiens, et qui du coup peuvent prendre conscience Mais toute cette prise de conscience, je pense qu'elle est, on va dire, cérébralement tout à fait envisageable, ou du point de vue cognitif, on sait qu'ils ont les moyens de le faire. Mais on n'a pas de fait,
on peut pas tisser un lien directement entre, on va dire, une solution très économique, encore une fois en adéquation avec les disponibilités des environnements traversés, et on va dire une conceptualisation de l'unilatérabilité des objets par uniquement le fait que nous avons la chance d'avoir quelques grottes encore conservées.